À la une de l'actualité, au Zimbabwe, la chute du président Robert Mugabe avait suscité chez de nombreux habitants l'espoir d'un changement. Mais un an plus tard, la population a déchanté. Le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé a repris ce lundi devant la Cour pénale internationale à La Haye. Et puis les activités de lutte contre Boko Haram ont repris ce dimanche à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, alors qu'elles avaient été suspendues la veille suite aux affrontements armés du vendredi. Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par le Zimbabwe où la chute du président Robert Mugabe en novembre 2017 avait suscité chez de nombreux habitants de ce pays d'Afrique australe l'espoir d'un changement après des années de déclin économique et de répression. Un an plus tard, la population a déchanté. Reportage. Qu'elle a définitivement été tournée la page Robert Mugabe, le désormais ancien président zimbabwéen. Par contre, le parti et la ZANU-PF au pouvoir depuis l'indépendance en 1980 y est toujours. Il a remporté aisément les élections législatives en juillet, conservant les 2/3 des sièges à l'Assemblée nationale. Emmerson Mnangagwa, qui a succédé à Robert Mugabe à la tête du pays et de la ZANU-PF en novembre 2017, a remporté aussi en juillet la présidentielle. Il s'est imposé dès le premier tour avec 50,8% devant le chef de file de l'opposition, Nelson Chamisa, 44,3%, qui a dénoncé des fraudes. Le nouvel homme fort du pays a promis un Zimbabwe libre après les années Mugabe, mais les opposants politiques, syndicalistes et militants continuent, dit-on, de faire face à un régime répressif. Le 1er août, les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des manifestants qui dénonçaient des fraudes aux élections. 6 personnes ont été tuées dans la capitale Harare. Économiquement, le pays continue de chercher ses marques. Le Zimbabwe doit rembourser ses arriérés avant de pouvoir espérer de nouveaux prêts indispensables à la reconstruction du pays. Avec une dette totale de 16,9 milliards de dollars, le gouvernement a prévu de rembourser d'ici octobre 2019 l'essentiel de ces 2 milliards d'arriérés auprès de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Mais le maintien de sanctions américaines contre des membres de la ZANU-PF soupçonnés de corruption pourrait bloquer l'obtention de nouveaux prêts. Aussi, les Zimbabwéens ont-ils renoué avec des étals vides dans les supermarchés et les pharmacies. Des produits de base comme le pain, l'huile, le riz sont rationnés alors que le pays manque cruellement de devises étrangères pour importer des produits. Je vous propose à présent de suivre quelques réactions. Yes, I was among thousands of Zimbabweans who marched. J'étais parmi les milliers de Zimbabwéens qui ont défilé le jour où nous avons fait sortir l'ancien président Robert Mugabe. Nous nous attendions à un changement de politique de la part de la ZANU-PF, c'est-à-dire que nous nous attendions à ce que la vie des Zimbabwéens change, car nous nous attendions à un changement de politique, surtout en ce qui concerne la création d'emplois et aussi la question de la disponibilité des produits essentiels. Ce que nous réalisons, c'est que le retrait de Mugabe en tant qu'individu ne change pas le système. C'est le même ancien système. Je ne pense pas que le fait de dire « donnez-nous du temps » nous donnera des résultats. Nous souffrons plus que nous ne souffrions avec le président Mugabe. C'était beaucoup mieux. Maintenant, il n'y a pas de changement. Maintenant, les prix augmentent tous les jours. On ne peut pas se permettre d'acheter un repas, juste un repas. En tant que jeune femme, je m'attendais à ce que les choses changent, à ce que tout fonctionne bien. Mais c'est pire que ce que nous pensions. Reprise ce lundi du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale à La Haye. Ces 2 responsables politiques sont poursuivis pour crimes contre l'humanité pour leur rôle présumé dans les violences post-électorales de 2010-2011. Le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale à La Haye
a repris ce lundi. Et ce sont les avocats de Charles Blé Goudé qui ont la parole. Leur but est de démontrer que leur client est un homme de paix. La procureure de la CPI accuse l'ancien leader du Congrès des jeunes patriotes COJEP d'avoir appelé à des actes de violence contre les militants d'Alassane Ouattara durant la crise post-électorale. Fatou Bensouda le décrit comme le chef des milices pro-Gbagbo. L'ex-leader du groupe des jeunes patriotes serait notamment impliqué, selon elle, au même titre que Laurent Gbagbo, dans 5 incidents principaux suite à l'annonce des résultats de la présidentielle de 2010. À cela s'ajoutent 20 incidents répertoriés dans Abidjan entre 2010 et 2011. Parmi eux, les accrochages lors de la marche sur la RTI le 16 décembre 2010, la répression d'une marche des femmes soutenant Alassane Ouattara le 3 mars 2011, ou encore une série de violences dans le quartier de Yopougon le 12 avril 2011. La procureure reproche également à Charles Blé Goudé d'avoir prononcé des discours de haine qui auraient attisé les violences durant cette période de crise. L'accusation estime que ce leader politique est responsable de la mort de plusieurs centaines de personnes incarcérées depuis mars 2014 dans la prison de Schwenningen près de la CPI. Charles Blé Goudé rejette cette image de milicien. Allons à présent au Mali où le Front pour la sauvegarde de la démocratie et la coalition des forces patriotiques sont désormais ensemble pour le même combat. Ils s'engagent à œuvrer pour faire échec à la prolongation du mandat des députés et à l'avant-projet de redécoupage administratif enclenché par le gouvernement. Plus de précisions avec notre correspondante à Bamako. Par cette union, le Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD et la coalition des forces patriotiques COFOP décident de mettre en commun leurs forces pour mener des actions communes. Il s'agit pour ces deux coalitions d'aller au-delà des clivages politiques quand il s'agit de sauver le Mali. J'ai été, au nom de COFOP, personnellement rencontrer le président Soumaïla Cissé. Et nous avons préféré nous donner la main sur ce qui peut nous unir. Ce qui peut nous unir, effectivement, c'est d'abord l'inconstitutionnalité de la prorogation du mandat des députés, le découpage ou le redécoupage ou le dépeçage du pays, et ensuite la vie chère et l'insécurité grandissante dans notre pays. Pour ces deux coalitions composées de partis politiques, de syndicats, d'associations de la société civile et de leaders d'opinion, la prolongation du mandat des députés est anticonstitutionnelle et le projet de découpage administratif sème les germes de la division du pays. Tenant le président Ibrahim Boubacar Keïta et son régime pour responsable de toutes les conséquences de ces initiatives jugées dangereuses, Soumaïla Cissé, responsable du FSD, dénonce des réformes décidées par le gouvernement sans consultation politique. J'ai vu dans la presse hier que les dates sont déjà fixées pour les législatives, pour les sénatoriales. Moi, je ne savais pas qu'on avait décidé de faire un Sénat. Alors, ça veut dire déjà que tout est plié à l'avance. Et en même temps, on nous fait croire qu'on va nous consulter, que les populations vont parler. Une commission est déjà en place pour rédiger la Constitution. Mais sur quelle base? Aucun accord politique, aucune discussion politique. Mais comme dirait un chef d'État étranger, on prend les Maliens pour des canards sauvages. Nous ne sommes pas des canards sauvages. Le Front pour la sauvegarde de la démocratie et la coalition des forces patriotiques annoncent des actions communes sur toute l'étendue du territoire national. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la mobilisation contre l'épidémie d'Ebola dans la région de Béni a repris. Et ce, après une brève suspension en raison d'affrontements armés. Les activités de lutte contre Ebola ont repris ce dimanche à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, après une brève suspension en raison d'affrontements armés. Selon le ministre congolais de la Santé, qui a pris la décision de suspendre la lutte contre Ebola à Béni, les affrontements de ce vendredi se déroulaient à quelques mètres du centre des opérations d'urgence et des hôtels dans lesquels plusieurs équipes sont logées. 16 membres du personnel de l'Organisation mondiale de la santé OMS, mobilisés contre l'épidémie Ebola, ont dû quitter Béni où un obus a touché la villa qu'ils occupaient vendredi soir lors d'affrontements entre des casques bleus et des rebelles. C'est la première fois que l'OMS doit évacuer, même provisoirement, des personnels depuis la déclaration de l'épidémie d'Ebola le 1er août dans la région hautement dangereuse de Béni.
Dans un communiqué diffusé dimanche, le directeur général de l'OMS a fait savoir que l'organisation continuera à travailler aux côtés du ministère congolais de la Santé et des partenaires pour mettre fin à cette épidémie d'Ebola. Depuis qu'elle a éclaté le 1er août dernier, l'épidémie d'Ebola à Béni a fait 213 morts. Dans la soirée de vendredi, la MONUSCO et l'armée congolaise avaient repoussé une nouvelle attaque des rebelles ADF dans la ville de Béni. Place à présent à la revue de presse Afrique. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à toutes et à tous. La revue de presse Afrique de ce 19 novembre nous emmène au Togo, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, puis au Cameroun. Et parlant justement de l'actualité camerounaise, le journal Repère nous informe que Eto'o met la pression sur le Cameroun et la CAF dans le cadre de la CAN 2019. Budget 2019, Cameroun Tribune nous informe du montant proposé qui s'élève à 4 850,5 milliards de francs CFA. Parlant toujours des finances publiques camerounaises, le journal L'Économie nous fait savoir que le projet de loi prévoit des taxes sur la friperie, les téléphones et cosmétiques. Le quotidien L'Œil du Sahel, quant à lui, fait le point des grands enjeux du prochain gouvernement camerounais. Relance des manifestations publiques au Togo, peut-on lire à la une du journal Liberté qui informe ses lecteurs d'une forte mobilisation des populations dans les rues samedi à Lomé. Autre titre en première page du quotidien Liberté, la CEDEAO dit oui au report des élections en Guinée-Bissau et non au Togo poussé droit dans le mur. Escale en Côte d'Ivoire à présent, 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine. À ce sujet, le quotidien Fraternité Matin fait le point d'importantes décisions prises pour faire avancer l'Afrique. On reste avec Fraternité Matin qui nous apprend que le match Côte d'Ivoire-Guinée s'est soldé par un but partout. Rentrée politique du CDP au Burkina Faso, Sidouaya nous informe d'une veillée d'armes pour les élections de 2020. On reste avec Sidouaya qui informe ses lecteurs de la visite du président à Tokyo où la diaspora réclame le passeport biométrique. Puis, journée de la communauté burkinabé, les maires sont invités à faire des lotissements responsables. Peut-on lire en gros titre du journal Sidouaya ce jour? Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce 19 novembre 2018. Merci de nous avoir suivis. À demain pour de nouvelles informations sur le continent africain. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.